Salut! Moi c'est Pascal, et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui a complètement changé ma vie. Beaucoup de vent! Non, ce qui a changé ma vie, c'est de quitter mon emploi et commencer à vivre de ma passion en devenant travailleur autonome. J'en ai parlé dernièrement dans ma vidéo, j'ai pris ma retraite à 28 ans, celle-là, parce que oui, c'est exactement comme ça que je me sens. Mais aujourd'hui, je veux t'expliquer vraiment ce que c'est que d'être travailleur autonome. Quel avantage est-ce que ça comporte, mais aussi quels sont les côtés les plus ennuyeux. Ça fait déjà un bon moment que j'ai le goût de t'en parler, mais je voulais me donner le temps d'être travailleur autonome plus longtemps pour voir si avec le temps, j'allais pas me lasser de quelques trucs que j'aimais vraiment beaucoup au début ou si j'allais pas découvrir d'autres côtés vraiment plus négatifs. Parce que non, c'est pas un truc super simple de devenir travailleur autonome comme ça, du jour au lendemain. Si t'as le goût de faire le saut, mais que tu le fais pas, c'est probablement parce qu'il y a une petite voix au fond de toi qui te retient dans le confort de l'emploi. Et c'est vraiment drôle parce qu'en disant ça aujourd'hui, j'insiste vraiment sur les guillemets à confort parce que je serais vraiment triste de retourner travailler pour quelqu'un aujourd'hui. Mais bon, en plus de tout ça, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait ma transition et comment j'ai fait pour subsister à mes premiers mois avec de tout petits revenus. Allez, c'est parti! Mais bon, avant de te parler de tous ces côtés positifs et de comment j'ai fait ma transition, je veux te parler de tous ces petits points qui peuvent te sembler négatifs avant de faire le saut, qui te retiennent de le faire, et je vais probablement briser certaines de ces idées préconçues. Moi, la raison principale qui me retenait, c'est que je voulais pas devoir chercher et gérer des clients. Au secondaire, j'avais juste le goût de lâcher l'école et de me lancer en affaires. J'avais le goût de partir ma petite business et de faire du tournage et du montage pour des clients. C'est une idée que j'ai longtemps gardée en tête. Mais ce qui me retenait le plus, c'est que je devais d'abord devoir trouver des clients. Mais ensuite, de devoir aussi les gérer. C'est-à-dire de répondre à leurs exigences rapidement et de leur offrir un style de garantie de satisfaction. Et de devoir investir beaucoup de temps à monter des devis, et ce, sans nécessairement avoir de garantie que ça va me donner un travail. Et un peu tout ce que vient avec un client. Mais être travailleur autonome, ça ne veut pas forcément dire avoir des clients. Moi, par exemple, j'ai un seul client régulier. Et j'en cherche pas d'autres. Des fois, il y a des gens qui m'approchent et qui me demandent si je peux faire quelque chose pour eux. Mais encore là, je reste très sélectif dans la sélection de mes clients. Et je veux des relations amicales et simples. Sinon, ça m'intéresse pas. Hey! Si tu deviens travailleur autonome, c'est toi le boss. Et tes clients ne doivent pas devenir une multitude de patrons. C'est toi le patron. Si tu n'as pas le goût de faire affaire avec un client, il n'y a absolument rien qui t'oblige de travailler avec lui. Dans mon cas, je pourrais même très bien y arriver sans client. Si je le garde, c'est uniquement parce que ça me fait plaisir de réaliser ces projets. Mais là, je t'entends déjà me demander, mais Pascal, comment est-ce que tu fais pour faire de l'argent sans client? Parce que ça,
c'est un autre point qui peut te retenir de te lancer à ton compte. Comment est-ce que tu vas faire pour gagner de l'argent? Eh bien ça, c'est un des plus beaux points de l'entrepreneuriat. Tu vas devoir trouver par toi-même la meilleure façon de te créer des entrées d'argent. Et tu vas voir toute la fierté que tu vas éprouver quand tu vas avoir ta première entrée d'argent. Et ce, même si c'est un tout petit montant. Adolescent, j'ai déjà fait quelques revenus de ce genre. En quelque sorte, quand je passais les journaux, c'était un type de travailleur autonome. J'achetais des journaux et je les revendais à mes clients plus cher. Puis, je me suis mis à faire de la vidéographie d'événements, comme des mariages ou le bal de finissant de mon école. Dans le cas du bal d'école, je revendais à l'époque un DVD. Ça, c'est les trucs ronds avec un trou dedans qu'on mettait dans un lecteur. Je revendais un DVD à tous les finissants qui voulaient bien en acheter un. C'était vraiment très excitant. J'avais moi-même tourné les images avec ma caméra, ma propre caméra que j'avais achetée avec mon argent, que j'avais fait en passant les journaux. J'avais fait le montage et j'avais gravé un DVD pour chaque élève sur mon ordinateur, que j'avais aussi acheté avec mon argent en passant les journaux. Donc, j'avais fait plusieurs DVD et les élèves venaient chercher les DVD en main propre chez moi, chez mes parents à l'époque. Donc, les élèves venaient chercher le fameux DVD et je l'échangeais contre un billet de, je me souviens pas combien de dollars, mais probablement à peu près 10 $ à l'époque. Et c'était pas une grosse école, donc j'en avais vendu probablement à peu près 60. Mais quand même, j'avais 16 ans. C'est vraiment très gratifiant. Beaucoup plus que n'importe quel talon de paye. Avec YouTube, ma première rentrée d'argent a été de 100 $ et 1 sou. Et ça, c'était pour mes 38 premiers mois sur la plateforme. On peut pratiquement dire que c'est du bénévolat. Mais ça fait partie des étapes à suivre quand on se lance en affaires. Mais encore là, quand tu réussis à faire de l'argent en faisant quelque chose que tu aimes, c'est ultra gratifiant. Bon, OK. 100 $ en 38 mois, tu risques de mourir de faim assez vite. Mais bon, ça, c'est un début. Ça, c'était le 22 mars 2017. Aujourd'hui, en travaillant à temps plein sur ce que j'aime, j'ai réussi à faire beaucoup plus. Si jamais ça t'intéresse de savoir combien je peux faire en un mois et comment je peux le faire, eh bien, tu peux aller voir une de ces 2 vidéos-là que je fais sur mon autre chaîne, le Studio de Pascal. C'est une autre chaîne que j'ai commencée dernièrement où est-ce que je t'invite à voir comment ça se passe dans mon studio, en arrière-plan, qu'est-ce que je fais de mes journées, comment ça se passe. Et parfois, je vais faire des vidéos comme ceux-là où est-ce que je vais te montrer qu'est-ce que j'ai gagné en termes d'argent, quelles ont été mes entrées d'argent au cours d'un mois. Alors, tu vas pouvoir voir ça bien en détail. Mais bref, le plus important à retenir là-dedans, c'est que la satisfaction que va te procurer le fait de gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes, ça n'a pas de prix. Le point qui doit décourager le plus de gens, c'est les petits Joe connaissants. Ceux qui savent tout sur tout et qui savent par-dessus tout que le plan que tu as en tête fonctionnera pas. Ceux qui vont te dire des choses du genre « Ouais, tu sais, si tu veux te lancer en affaires là-dedans, ça marchera pas à moins que tu aies les bons contacts. » Ou si tu te lances là-dedans, t'auras plus jamais de temps pour toi. Si tu veux vivre de tes vidéos YouTube, là, ça te prend au moins 1 million d'abonnés. C'est tellement pas vrai en passant. En fait, ça n'a même pas rapport. Et quand tu entends des gens qui essaient de te dissuader de te lancer dans ton projet, demande-toi toujours qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Ils vendent vraiment fort, je vais changer un petit peu de place.
La meilleure personne pour te donner des conseils sur le démarrage de ta petite boulangerie, c'est certainement pas la personne qui travaille sur une chaîne de montage dans une usine de papier de toilette. Ni même ton livreur de UPS, ni ton beau-frère, ni même ton médecin. Est-ce que tu demanderais l'avis de ton mécanicien sur l'étrange bosse verdâtre qui est en train de te pousser sa fesse gauche? Sûrement pas plus que tu demanderais des conseils à ton médecin sur comment faire ton changement d'huile. La meilleure personne pour te donner des conseils sur comment éteindre un feu, c'est un pompier. La meilleure personne pour te donner des conseils sur comment emballer ton colis, c'est probablement ton livreur d'UPS. Et la meilleure personne pour te renseigner sur comment c'est fait du papier de toilette, c'est probablement le gars qui travaille sur une chaîne de montage dans une usine de papier de toilette. La semaine passée, j'avais besoin de renseignements par rapport à la comptabilité et la perception de taxes pour mon entreprise. Et j'ai pas demandé conseil à mes amis ou à ma famille. Non, j'ai appelé un fiscaliste. Je suis pas en train de te dire de ne pas parler de ton projet que tu as en tête à tout le monde qui t'entoure. Non. Ce que je veux dire, c'est que si jamais tu en parles à quelqu'un et qu'il dit que c'est un mauvais plan et que ça marche pas, demande-toi toujours à qui tu parles. Est-ce que cette personne a de l'expérience dans ce que tu veux faire? Si la réponse est non, tu peux totalement ignorer son jugement. Par contre, quand je demande à mon mécanicien si c'est une bonne idée de percer un trou dans mon intercouleur parce qu'il y a de l'eau qui s'accumule dans cette région-là et que j'ai vu un dude sur YouTube faire ça pour régler son problème et que mon mécanicien me répond « non, vraiment pas », eh ben, je l'écoute. Il répare des voitures à tous les jours. Son opinion compte beaucoup pour moi. Tu vois où je veux en venir? Si tu as comme projet de partir ta petite boulangerie, demande conseil au propriétaire d'une boulangerie. Je suis certain que tu vas en trouver un qui va se faire un plaisir de t'aider parce que tu vas lui demander de te parler d'un sujet qui le passionne. Prends des conseils de quelqu'un qui fait déjà environ ce que tu veux faire et ignore absolument tous les conseils négatifs des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Maintenant que ça c'est dit, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, il y a toujours des trucs que tu vas moins aimer que d'autres. Moi, par exemple, en général, je fais ce que j'aime la grande majorité du temps. J'écris mes idées pour mes vidéos, je m'amuse avec mes caméras, soit en me filmant comme en ce moment, ou en prenant des belles prises de vue comme que tu as pu voir depuis le début de la vidéo. Je fais du montage sur mon ordinateur, je teste des nouveaux produits, comme en ce moment que je teste ma nouvelle montre Garmin Tactics que j'ai commandée pour faire des vidéos sur le sujet, pour montrer comment elle fonctionne et pour tester le produit pour mon propre plaisir en même temps. C'est toutes des choses qui me font vibrer et qui me rendent heureux de les faire. Par contre, il y a d'autres choses qui prennent un certain temps que je déteste. La mise en ligne d'une vidéo, par exemple. C'est un long processus qui demande beaucoup de temps si on veut prendre la peine de bien le faire. Il faut d'abord créer une image de couverture attirante et un titre attrayant. Quelque chose qui donne le goût de cliquer sur la vidéo. Il faut aussi ajouter une description en dessous de la vidéo, ajouter des tags pour s'assurer de bien sortir dans les résultats de recherche. Je dois aussi faire une version de l'article sur mon site web, publier sur les médias sociaux pour être certain d'atteindre le plus de gens. Je dois aussi envoyer l'infolette pour aviser les gens que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Bref, c'est toutes des choses que je trouve vraiment très ennuyeuses. Pour d'autres, ça va être de devoir faire sa comptabilité. Personnellement, je pensais pas que j'allais aimer ça, mais finalement, je prends beaucoup de plaisir à jouer dans mes chiffres. Sauf pour faire mon rapport d'impôt. Là, ça, je trouve ça beaucoup trop long, pénible, compliqué. Mais c'est pas grave, parce que dis-toi que tout ça, c'est juste
temporaire. Oui, parce que dès que tu vas réussir à faire assez de revenus avec ta passion, eh bien, tu vas pouvoir déléguer tout ce travail-là que tu n'aimes pas à quelqu'un qui adore, que c'est sa passion de faire les trucs que tu n'aimes pas. Ah oui, il y a des gens qui sont passionnés par les choses que toi, t'aimes le moins. Écoute, l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu chez moi pour faire une soumission sur le lavage de mon divan. Lui, il a fait la même chose que moi. Il a quitté son emploi puis il s'est lancé dans sa passion. Il se déplace d'une maison à l'autre et il fait du grand nettoyage. C'est une des choses que je déteste le plus au monde et lui, c'est sa passion. Moi, je trouve ça complètement fou d'aimer faire un truc aussi pénible. Mais en même temps, moi, je passe une grande partie dans mon sous-sol, dans le noir, à travailler sur mon ordi et j'adore ça. Il doit me trouver aussi sénile que je le trouve sénile. Alors, il y a toujours quelqu'un pour aimer faire ce que tu détestes. Et le plus beau là-dedans, c'est que pendant que tu payes quelqu'un pour faire ce que t'aimes pas, ben ça te donne plus de temps pour faire ce que toi t'aimes. Oublie pas que quand tu es travailleur autonome ou que tu gères ta propre entreprise, tout l'argent que tu fais, c'est en quelque sorte pour toi. Je veux dire par là que quand j'étais employé, je gagnais environ 20 $ de l'heure, mais j'en coûtais 75 aux clients. Mais c'est normal. En plus de me payer, l'entreprise devait aussi me payer un camion, des outils, des vêtements, des conseillers de vente, le personnel administratif, le loyer et probablement un paquet d'autres affaires. Mais quand c'est ton entreprise, tout l'argent que tu rapportes, c'est pour toi. Si tu as besoin de t'acheter un camion, ben ça va être ton camion. Alors, dans ce cas-ci, avec l'argent que tu fais, tu peux te payer quelqu'un qui aime faire ce que tu n'aimes pas. Et tu as vraiment tout avantage à le faire. Parce que si tu réussis à trouver quelqu'un qui aime faire ce que tu n'aimes pas, non seulement il risque de le faire beaucoup plus vite que toi, mais il risque aussi de le faire mieux. Et engager quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire d'avoir un employé à temps plein que tu dois lui trouver des trucs à faire toute la semaine. Non, non. Il y a des gens qui se spécialisent à faire des trucs que tu n'aimes pas, que tu peux payer 1 heure ou 2 par semaine, par jour ou par mois s'il n'y a pas plus de travail que ça pour eux. Alors, bref, les parties qui te font peur de pas aimer parce que tu sais que tu n'aimes pas ça, faire ça, mais que c'est juste cette petite partie-là qui t'empêche de faire le saut parce que tu veux vraiment pas faire cette petite chose-là que tu n'aimes pas, ben tu auras juste à les déléguer à quelqu'un. Parlons maintenant des entrées d'argent instables. Ça, c'est une autre chose qui peut faire peur à plus d'un. Et oui, le sentiment de sécurité d'avoir une paye bien stable qui rentre à chaque semaine, ça peut paraître bien le fun quand t'as pas connu autre chose. Je vais juste me tourner un peu parce que je viens de réaliser que je me suis installé derrière un tronc d'arbre et qu'on me voit pas bien. Si tu veux budgéter, c'est facile. Tu sais combien tu as eu cette semaine, combien tu vas avoir la semaine prochaine, et l'autre après, et l'autre après, et l'autre après. Et quand ton outil de travail à plusieurs milliers de dollars brise, ben c'est pas grave. C'est le boss qui paye. C'est pas ton problème. Bref, t'as pas vraiment d'imprévu au niveau financier. Si tu veux savoir combien tu fais en une année, tu prends ce qui est écrit sur ton dernier talon de paye et tu le multiplies par 52. Ah oui! C'est bien le fun. Par contre, attends-toi pas à avoir plus que ça. Même si tu vas faire des gros efforts pour te démener à être le plus rentable pour l'entreprise et travailler de la façon la plus efficace, en général, tout ce que tu vas réussir à avoir, c'est une bonne petite tape dans le dos avec un bon travail. Et ça, c'est si t'es chanceux. Quand tu travailles pour toi et que tu te démènes, en général,
t'as la récompense qui vient avec, au bout du compte. Et quand tu te mets à y penser vraiment comme il faut, est-ce que c'est vraiment si génial que ça d'avoir une paye bien stable qui rentre à chaque semaine? Parce qu'il s'agit d'une paye. C'est peut-être stable, mais c'est quand même très insécure. Je veux dire par là que si tu perds ta job, tu perds ton entrée d'argent. Oui, bon, OK, il y a le chômage, le temps que tu trouves un autre travail, mais ce que je veux dire, c'est que tu comprends que c'est quand même très fragile. Dans mon cas, en ce moment, j'ai un peu plus de 10 piliers de revenus. Certains me rapportent vraiment pas grand-chose et d'autres beaucoup plus. Mais quand même, c'est beaucoup plus diversifié. Et si je perds un pilier, c'est pas la fin du monde. J'en ai 10 autres. Alors, qu'est-ce qui est le mieux au final? D'avoir un seul pilier de revenus bien stable ou 10 piliers de revenus instables? Enfin, c'est pas vraiment compliqué. Le secret pour gérer toutes ces fameuses instabilités-là, c'est de se créer un coussin financier. En ce moment, mon coussin est assez confortable que si, et c'est très peu probable, mais si mes 10 piliers s'effondrent tout d'un coup, j'ai les moyens financiers de subsister encore pendant une année complète pour me recréer d'autres piliers de revenus d'argent. J'ai 1 an de tranquillité d'esprit. Mais si tu veux que je t'aide à créer ton propre coussin financier, j'ai fait une vidéo qui devrait t'aider. La vidéo s'intitule « Comment obtenir le budget pour réaliser tes projets » et elle est disponible juste ici. Alors non, et quand tu es travailleur autonome, tes revenus sont pas ce qu'il y a de plus stable. Mais si tu es capable de te contrôler dans tes dépenses et de te créer un coussin financier, il n'y a absolument rien de stressant là-dedans. Mais le plus beau côté d'être travailleur autonome, c'est la liberté. Depuis que j'ai quitté le monde de l'emploi, j'utilise plus de cadran. Je me lève quand je suis tanné d'être dans mon lit. Le matin, je commence à mon rythme. Le midi, je prends bien le temps de manger et je vais même souvent prendre une marche avec ma douce et Pookie au courant de la journée. Ben oui, parce qu'elle aussi est travailleur autonome. Ma douce, pas Pookie. Je travaille sur ce que je veux, quand je veux. Ça faisait des années, mais des années, que je rêvais d'avoir le temps de faire une activité physique par jour. Et maintenant, je l'ai. Et je le fais. J'en manque pas une. En fait, aujourd'hui, à l'heure où je m'enregistre, ça fait 478 jours consécutifs que je fais au moins une activité physique par jour. Mais le plus important, c'est que j'ai très rarement l'impression de travailler parce que je fais ce que j'aime. Et le plus étonnant, c'est que malgré le fait que j'ai jamais fait aussi peu d'argent, j'ai l'impression d'en avoir jamais eu autant pour moi. Et ça, c'est un autre des plus beaux côtés d'être travailleur autonome. En travaillant pour quelqu'un, tu peux souvent avoir l'impression que tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent pour avoir ce que tu veux. Et en quelque sorte, c'est pas faux. Parce que si tu veux avoir plus d'argent, tout ce que tu peux faire, c'est de travailler plus d'heures. Et en travaillant plus d'heures, tu te retrouves qu'à avoir moins de temps pour toi. Alors tu te trouves des solutions pour sauver du temps, comme tu te mets à manger de la restauration rapide ou des repas tout faits. Oui, ça va beaucoup plus vite, mais ça te coûte beaucoup plus cher. Sans parler du fait que c'est vraiment pas bon pour ta santé. Alors concrètement, quand tu manges de la restauration rapide, pour sauver du temps, en quelque sorte, tu as dépensé du temps pour sauver du temps sur le peu de temps qui te reste quand tu travailles pas. Et quand je dis dépenser du temps, plutôt que de dépenser de l'argent, c'est qu'à mes yeux, il n'y a rien de plus important que du temps de qualité pour faire ce que tu aimes. Et quand tu travailles pour quelqu'un, tout ce que tu fais, c'est que tu échanges ce précieux temps contre de l'argent. Moi, par exemple, je travaille la plupart du temps de chez moi.
dans mon sous-sol, ou sur le balcon, dehors, au soleil, avec Pookie, et le bruit des petits oiseaux, et la tondeuse de mon voisin. Ou ici. Hein? En ce moment, je suis dans le parc national de la Yamaska. Et je suis en train de travailler. Dans la nature. Un de mes environnements préférés. Et il pleut sur ma caméra. Il pleut pas en fait, c'est de la neige qui fond sur les arbres. Ça va peut-être bouger un petit peu. Ma voiture ne bouge pratiquement plus. Mais ça coûte pas cher de diesel ni d'entretien. Et tout ça pour dire que le simple fait de réussir à travailler de la maison va te faire sauver beaucoup d'argent. Fais juste penser à combien tu peux dépenser en déplacement sur un an. Fais le calcul. Tu vas sûrement être surpris. Et l'autre chose à tenir en compte, c'est que quand tu es employé, plus tu fais d'argent, plus tu payes d'impôts. Alors, exemple. Et attention, c'est juste un exemple. Je suis pas fiscaliste, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, du moins au Québec. Alors disons que je travaille pour quelqu'un et que je gagne, par exemple, 50 000 $ par année. Là-dessus, il y a 15 000 $ qui s'en va directement à l'impôt. C'est prélevé à même la paye. Donc, il me reste 35 000 $. Et j'adore les caméras. Dans mes passe-temps, j'adore faire de la photographie. Alors, je m'achète une super bonne caméra pour mon plaisir personnel. Et vraiment, là, je me gâte. Une caméra à 10 000 $. Plus taxes, 11 500. Encore un peu plus d'argent au gouvernement. Alors, il me reste 23 500 $. Et à la fin de l'année, je dois encore payer un peu d'impôts pour couvrir l'assurance maladie du Québec et peut-être même quelques autres trucs d'impôts par-ci par-là. Donc, au final, il me reste environ 22 000 $ dans mes poches pour payer mon hypothèque, mon linge, ma bouffe, mon Internet, l'électricité, l'épicerie, tous ces trucs-là un peu essentiels que tu dois payer à chaque semaine ou à chaque mois. De l'autre côté, je suis travailleur autonome et je gagne, disons, 30 000 $ par année, soit 20 000 $ de moins qu'avec mon ancien emploi. C'est seulement 60 % de ce que je faisais avant. Presque la moitié. Mais maintenant, pour être capable de récolter de l'argent, j'ai besoin d'outils pour travailler. J'ai besoin d'une caméra. La fameuse caméra à 10 000 $ que je voulais m'acheter pour mon plaisir personnel. Mais comme je viens de transformer mon plaisir personnel, ma passion, en mon entreprise, ma vache à lait, ma source de revenus, cet achat d'une caméra à 10 000 $ n'est plus une dépense personnelle. C'est une dépense d'entreprise qui a pour but de générer des profits. Et ça, c'est une très grande différence aux yeux de l'impôt. Pour moi, acheter cette caméra-là à 10 000 $, ça me procure le même plaisir personnellement. Mais comme c'est devenu un outil qui va me générer des profits, ça devient alors déductible d'impôt. Alors oui, je vais quand même dépenser ce fameux 10 000 $, plus taxes, 11 500. Mais là, déjà, premièrement, comme je suis une entreprise, eh bien, une entreprise ne paie pas de taxes. C'est le consommateur final qui paie les taxes. Alors oui, je vais dépenser 1 500 $ de taxes, mais il va m'être remis. Alors au final, la caméra me coûte 10 000 $. Mais le plus beau là-dedans, c'est que tantôt, je t'ai dit que je faisais 30 000 $ par année. Eh bien, j'aurais dû dire revenu brut. Parce que comme la caméra est devenue une dépense, mes revenus nets sont rendus à 20 000 $. Eh bien, à 20 000 $ de revenus par année, comme je suis pauvre, eh bien, non seulement je vais payer moins d'impôts, mais je vais aussi avoir droit à des crédits d'impôts. Et mon assurance médicaments va même être gratuite. Mais alors, finalement, je me ramasse avec à peu près le même 22 000 $ à moi pour payer mes dépenses. Alors, au final, comme j'ai plus de temps pour moi, parce que je travaille de la maison, à mon rythme, à un rythme de vie sain, j'utilise pas les raccourcis de restauration rapide, de bouffe toute faite ou de tous les trucs que tu peux consommer dans la vie qui coûtent plus cher pour te faire sauver du temps. Alors, comme en plus j'achète pas ces trucs-là, ben finalement,
il me reste plus d'argent dans mes poches en faisant moins d'argent. Et c'est là tout l'avantage de vivre de sa passion. Parce que non seulement tu vas être heureux, parce que tu vas passer la majorité de ton temps à faire ce que tu aimes, mais ça va te permettre aussi de bénéficier de plusieurs avantages fiscaux. Bon là, attention, prends pas tout ce que je te dis à la virgule près. Comme je te l'ai dit, je suis pas comptable ni fiscaliste. Tout ce que je te dis, c'est ce que j'ai réussi à comprendre en parlant à des professionnels dans les dernières années. Mais ça reste que c'est environ ça. Je m'assure toujours d'être bien juste dans les calculs de mes dépenses et je déclare toujours absolument tous mes revenus à l'impôt. Et tout ça, c'est pas de la fraude. C'est juste comme ça que la fiscalité fonctionne. Du moins au Québec. Et oui, j'ai bien dit au Québec. Les impositions, ça change d'une province à l'autre et d'un pays à l'autre. En passant, si tu vis au Québec et que tu as des questions du genre, tu peux toujours appeler chez Revenu Québec. Pour vrai, ils sont vraiment géniaux. Ils sont disponibles tous les jours de semaine, super sympathiques, patients et professionnels. Ils répondent même très vite au téléphone. À date, j'ai dû les appeler 4 fois, dont 2 fois que l'appel a duré plus d'1 heure, et ils étaient vraiment, mais vraiment très patients. Il n'y a pas une fois où j'ai senti un once d'impatience ou de presse dans leur voix. Au contraire, ils m'invitaient même à poser toutes les questions que je voulais. Ça leur faisait plaisir. Et je pouvais même entendre leur sourire au travers du téléphone. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Si tu as une passion, quelque chose qui te fait vibrer, trouve-toi une façon d'en vivre. Arrête d'échanger ton temps. Il y a des trucs qui tombent des arbres. Arrête d'échanger ton temps contre de l'argent. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Ce qui va te rendre heureux, c'est du temps pour faire ce que t'aimes. Imagine si on revient à ma fameuse caméra. Une caméra, on peut pas mal dire que c'est un de mes jouets préférés. Si j'avais acheté la même caméra avant, pour mon plaisir personnel, j'aurais eu le temps de l'utiliser une fois de temps en temps. Une journée de fin de semaine, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, je l'utilise à des fins professionnelles, ce qui est à peu près la même chose que mon plaisir personnel, parce que je fais ce que j'aime, et ce, à pratiquement tous les jours. Et tu trouves pas que c'est beaucoup plus logique comme train de vie? Bon, hein? C'est bien beau tout ça, mais là, tu te demandes comment est-ce que tu fais pour faire le saut? Comment est-ce que tu t'y prends pour sauter dans le vide et vivre de ta passion? Parce que tout démarrage d'entreprise demande un certain investissement et aussi, ça prend un certain temps avant que ça devienne rentable. C'est certain que tu peux te lancer du jour au lendemain et de sauter à fond la caisse directement là-dedans. Mais si tu y vas comme ça, les chances que ton parachute ne s'ouvre pas et que tu te casses la gueule sont beaucoup plus grandes. De mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un départ progressif. Donc, plutôt que de donner 5 jours à mon employeur, je lui en donnais 4, ce qui m'en laissait 3 pour moi. Oui, je sais. Ça veut dire 0 jour de congé. Mais ça m'a jamais dérangé. J'ai jamais vu ça comme une corvée. C'était du temps pour travailler sur un projet qui me tenait à cœur. Et bon, OK, c'est certain que pendant un certain temps, ça te demande de sacrifier quelque chose, comme ta vie sociale, des activités physiques ou d'autres choses que tu aimes faire. Mais inquiète-toi pas, c'est un sacrifice temporaire que tu fais pour qu'éventuellement, tu puisses en profiter encore plus. Le simple fait d'avoir une journée de plus à consacrer à ton projet, c'est fou à quel point ça te permet d'avancer beaucoup plus vite. Et si ton employeur n'est pas prêt à te laisser une journée par semaine à consacrer à ton projet, eh bien, quitte-le. De toute façon, c'est pas lui ton avenir, c'est ton projet. Trouve-toi un autre
petit quelque chose, même si t'aimes pas ça, c'est pas grave, ça va juste te motiver à te donner encore plus sur ton projet. Fais juste te trouver un petit quelque chose qui va être capable de continuer à te rapporter de l'argent pendant que tu travailles sur ton projet. Arrange-toi quand même pour quitter en bonne relation. Je trouve ça super important. Tu vois, encore aujourd'hui, je dépanne mon ancien employeur une fois de temps en temps et je trouve ça vraiment le fun. Alors commence à travailler sur ton projet tranquillement et regarde comment ça va. Est-ce que ça s'améliore de mois en mois? Est-ce que tu vois un potentiel pour l'avenir? Peut-être que non. Peut-être que ton premier plan ne sera pas le bon. Tu vas peut-être avoir des choses à ajuster. En même temps que tu fais ça, prends le temps de te ramasser un petit coussin financier. Juste quelque chose pour être plus confortable dans tes premiers mois ou même ta première année, qui sera sûrement pas très payante. Ça va t'aider à partir en toute confiance. C'est certain que si j'avais pas eu de coussin pour faire le saut, je l'aurais peut-être jamais fait. Si tu t'es égorgé par des trop grosses dépenses dans lesquelles tu t'es embarqué, vends ton auto qui te coûte trop cher, vends ta trop grosse maison, prends-toi quelque chose de plus petit, prends-toi quelque chose qui va te donner la liberté d'avoir une vie saine, qui va te donner la liberté d'avoir du temps pour toi. Et rendu à un certain point dans ton projet, tu vas commencer à avoir confiance. Tu vas voir que ton projet a un avenir. Ça ne sera pas encore assez payant pour que tu puisses vraiment en vivre, mais tu vas avoir ton coussin pour ça. Et de mon côté, j'ai même descendu à 3 jours pour mon employeur et 4 jours pour moi. Et quand je dis 3 jours pour mon employeur, je travaillais quand même à temps plein. Je faisais 3 journées d'environ 12 heures. Et parfois un peu plus. Donc, je travaillais quand même 36 à 40 quelques heures par semaine. Mais à un moment donné, tu peux pas garder un pied dans la chaloupe et un autre sur le quai. Faut que tu te lances. Et une fois que je me suis lancé, les choses ont décollé. J'ai plus que doublé les objectifs que je m'étais fixé à avoir, que j'espérais avoir et que je voyais pratiquement même comme quelque chose d'inatteignable après un an. Je les ai plus que doublés. Une fois que tes affaires vont bien rouler, tu vas même pouvoir te donner du temps pour tes autres passions. Ah oui, parce que quand tu vis de ta passion, il faut quand même pas que tu fasses juste ça. Sinon, c'est comme n'importe quoi. Tu vas te tanner. Moi, plus ça va, plus je prends ça relax. J'ai cette chaîne-ci sur laquelle je fais des superbes vidéos, mais j'ai aussi ma chaîne How To sur laquelle je fais des tutoriels sur plein de choses. J'ai le studio de Pascal, qui est une chaîne plus intime, que ces jours-ci, je fais même une vidéo par jour pour te montrer comment ça se passe derrière la caméra. J'ai aussi l'atelier de Pascal, sur laquelle je m'amuse à déballer des produits ou à faire des critiques sur les produits que j'utilise. Je m'éparpille un peu partout comme ça, sur plusieurs chaînes. Je dis que je prends ça relax et finalement, en le disant, je me rends compte que, OK, oui, finalement, je fais plus de vidéos. Mais pour moi, c'est une façon de faire ce que j'ai le goût de faire. Si j'ai pas le goût de faire une vidéo sur des aventures ou de me concentrer à faire un gros travail sur une vidéo comme celle que tu es en train de regarder, c'est beaucoup, beaucoup de jours de travail, ce que tu regardes en ce moment, je peux faire des plus petits projets, me reposer la tête sur d'autres choses. Si jamais tu es curieux, je vais te laisser les liens dans la description vers mes autres chaînes, mais c'est pour moi une façon de faire ce que j'ai envie de faire en ce moment. Et quand je suis pas en train de travailler sur mes vidéos, j'ai plein de temps pour faire autre chose. Je vais prendre des marches, je vais me promener en montagne, je vais faire du vélo, je vais passer du temps avec ma douce, je vais jouer avec Pookie, j'écoute des séries sur Netflix, j'ai même du temps pour des jeux vidéo. Je prends toujours mes fins de semaine. Je fais jamais de montage ou de tournage vidéo la fin de semaine et je me donne parfois même des journées de congé en semaine. L'autre jour, j'ai un ami qui me demandait, salut Miguel, si on pouvait pas aller faire une montagne un jour dans les semaines à venir. Et ma réponse est, oui, j'ai un boss très compréhensible qui me laisse pas mal faire ce que je veux. Vraiment, oui, je suis travailleur autonome et je travaille vraiment très fort à chaque semaine.
Mais quand j'ai dit l'autre jour que j'avais pris ma retraite à 28 ans, je le pensais et je le pense toujours très sincèrement. Si tu trouves un travail que t'aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Alors voilà, je peux rien te dire de plus. Je le sais, c'est pas facile à faire comme transition. Et ça, c'est en grande partie parce que tu vas devoir te pousser à sortir de ta zone de confort. Mais les plus belles choses qui me sont arrivées dans la vie sont en général arrivées au-delà de la zone de confort. Alors, aie surtout pas peur d'en sortir. Après ça, c'est à toi de faire le saut. Il n'y a pas personne qui va pouvoir le faire à ta place. Mais attends pas trop pour le faire. T'es bien mieux de le faire un peu trop tôt et d'apprendre de tes erreurs que de regretter toute ta vie de ne pas l'avoir faite. Moi, je suis vraiment content de l'avoir faite. C'est probablement la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Si je pouvais reculer en arrière, je peux te garantir que je le ferais plus tôt. Je regrette rien, mais je suis vraiment content d'avoir enfin compris que dans la vie, tout ce que ça prend pour être heureux, c'est d'avoir du temps pour faire ce qu'on aime. Allez, sur ce, si t'as aimé la vidéo, oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Il y a sûrement plein de vidéos que j'ai déjà mises en ligne que t'as peut-être pas encore vues qui vont sûrement t'intéresser. Mais si tu veux me voir plus souvent, tu peux aussi venir me voir sur le studio de Pascal où est-ce que je publie ces temps-ci à tous les jours que je publie pas ici. N'hésite pas non plus à m'écrire dans les commentaires, je prends le temps de les lire à tous les matins et ça me fait toujours plaisir. Allez, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!